je vais passer un micro à Steven Ware. Un petit mot peut-être justement sur toutes les images qu'on vient de voir là, depuis tout à l'heure. Est-ce que... bon, alors vous construisez beaucoup en bois. Vous allez nous présenter un bâtiment en particulier et nous raconter un petit peu voilà, le processus de conception. Mais parmi tout ce qu'on a vu, là, tous ces exemples en bois, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce qu'il y a peut-être des références que vous aviez, que vous gardez en tête dans le cadre de votre travail de conception? Oui, alors c'est intéressant parce que la soirée pourquoi le bois, la question pourquoi est essentielle pour nous, pour notre cabinet, dans notre démarche. Je retiens principalement un diapo que M. Schweitzer nous a montré avec une forteresse construite en bois. Alors, c'est clair, aujourd'hui, les forteresses, on ne les construit plus en bois depuis très longtemps, c'est l'acier et le béton. Parce que c'est des bons instruments de guerre, c'est des bons matériaux pour faire la guerre, très rapides, très efficaces, très costauds, etc., ont été privilégiés par rapport au bois. Et donc, et je me souviens très bien dans le café qu'on a pris ensemble pour préparer la soirée, quelque chose que Roland Schweitzer a dit, dans la Première Guerre mondiale, les charpentiers, ceux qui avaient le savoir-faire, étaient envoyés dans les tranchées en première ligne pour entretenir les tranchées qui étaient faites en bois. Et donc, on a perdu une bonne partie de notre savoir-faire comme ça. Et j'ai toujours des larmes aux yeux quand je raconte cette petite anecdote parce que c'est à quel point notre culture et nos traditions sont fragiles. Donc, je retiens ce diapo-là parce que la guerre marque beaucoup nos habitudes et nos pratiques. Bon, et puis, puisqu'on parle des traditions, évidemment, elles se perpétuent et elles évoluent. Et c'est ce que vous allez peut-être nous montrer justement dans le cadre de ce projet. Donc les bureaux au Palier à Bédieste, donc de la porte d'Ivry, si je ne dis pas de bêtises, dans le 13e arrondissement de Paris. Peut-être juste un mot pour vous présenter, pour comprendre votre démarche. Vous êtes architecte, vous êtes aussi biologiste. C'est ça qui vous amène à vous intéresser au bois? Oui, je n'osais pas le dire pendant très longtemps, en fait, parce que la tradition de l'architecte est ancrée dans les beaux-arts. Et quand un architecte, en général, entend parler des chiffres, de la science, etc., ça va contre son intuition. Donc, je cachais le côté biologiste jusqu'à ce que ça devenait une évidence pour soutenir l'approche du bois et les matériaux biosourcés, parce que, voilà, il y avait un conflit là pendant un certain temps. Eh bien, écoutez, allons-y. Je vous laisse peut-être où je peux prendre oui, la télécommande. Voilà, merci. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Oui, donc pour parler tout de suite biologie, hein, c'est une image que j'aime bien parce que ces petits organismes, ces petites créatures existent toujours. Hein, ils ont pas changé depuis 3,5 milliards d'années. C'est des petites bactéries. Leur ADN est quasiment le même, etc. Aujourd'hui, nous sommes une espèce comme une autre. Nous devrions réfléchir à l'équilibre matière-énergie pour construire notre habitat. C'était fascinant de voir les images partout dans le monde de comment l'homme construisait son habitat autrefois, avec toujours cette réflexion matière-énergie. Où est-ce qu'on va aller chercher les matériaux de construction? Une espèce comme le nôtre, nous arrivons à une conjoncture, une vraie conjoncture, où c'est très clair, la matière et l'énergie ont un impact sur notre bien-être, sur le bien-être de toutes les espèces autour de nous, et nous devrions prendre très au sérieux cette réflexion matière-énergie, surtout dans la construction, parce qu'on est responsable pour 30% des émissions de carbone, donc c'est pas rien. Et donc, je me permets de remettre le chapeau de biologiste parce que ça a influencé énormément sur ce raisonnement et sur notre rôle de prescripteur. L'architecte est quand même un prescripteur. Aujourd'hui, on est confronté, on est encouragé d'aller chercher les différentes techniques de construction. Dans l'occurrence, c'est un projet à Nantes, c'est une imprimante 3D. Qui fait des espèces de troncs d'arbres vides qu'on remplit de béton et ça fait des poteaux. Je trouve que c'est fascinant. C'est fascinant l'imprimante 3D, tout ce que ça pourrait porter, son rapidité. Mais en même temps, si on regarde autour de nous, on est entouré par des imprimantes 3D que la nature nous a fournies. Ils s'appellent les arbres. Les arbres, mais on peut regarder quasiment tout autre
plantes comme une espèce d'imprimante. Ils produisent des choses qu'on mange, qu'on utilise dans les constructions, etc. Donc, je pense qu'il y a des questions qu'on devrait se poser par rapport à ces matériaux qui sont fournis par la nature. Il ne faut pas trop être embobiné par la technologie pour régler tous les problèmes parce que la nature n'a pas donné son dernier mot. Il y a des choses absolument formidables qui se produisent. Après, c'est une question de temps. Il faut du temps pour qu'un arbre pousse. Et donc là, on a perdu aussi cette question de temps. Il faut toujours que ça soit fait pour demain. Le cycle de la promotion, c'est 2 ans, 2 ans et demi. Un cycle de chantier, on sait que c'est très rapide. Alors le bois a l'avantage, même si l'arbre pousse lentement, le bois a l'avantage d'être mis en œuvre extrêmement rapidement. Souvent, quand on a un client qui vient nous voir parce qu'il y a un délai très très difficile, on dit, ben voilà, on propose le bois parce qu'on privilège la préfabrication, etc. Donc le bois, c'est une question de temps, mais les réponses critiques, le bois, ça pousse très très lentement, etc. Et il faut aussi réfléchir à différents points de vue par rapport à notre compréhension du temps. Alors, je raconte un petit pourquoi le bois, pourquoi l'immeuble, avant qu'on voit les images de l'immeuble à la Porte d'Ivry, pourquoi le bois. Donc, on est invité de faire un concours pour des immeubles, 5 immeubles à Sophia Antipolis, colline magnifique, vierge, etc. C'était il y a 10 ans, c'était en 2008. Donc, on répondait, le cas du concours, c'était une conception-construction. Donc, on a les constructeurs à côté, les industriels, etc. Je venais de livrer une école où on a utilisé un nouveau produit, c'était nouveau à l'époque, qui s'appelle le CLT, le bois lamellé croisé, Cross Laminated Timber. On parle de l'évolution de la technologie du bois. C'était certainement quelque chose qui a une forte influence sur notre capacité de construire des bâtiments beaucoup plus grands parce que ce bois est extrêmement bien contrôlé, industrialisé, c'est-à-dire qu'un ingénieur peut faire une note de calcul pour un bâtiment de très grande hauteur avec une assurance que la matière va faire ce qu'on lui demande de faire. Donc on répond en bois. Pardon, je vous interromps un petit Oui. instant. Je me suis promis de faire quelque chose qu'on puisse tous comprendre. Un mot Oui. sur le lamellé-collé, peut-être juste un mot pour l'expliquer. Alors oui, le lamellé-collé, c'est ce qu'on. Je regarde un peu les exemples, il n'y en a pas autour de nous, mais le lamellé-collé, c'est ce qu'on voit très très souvent, c'est quand le bois est coupé en fines planches et collé toujours dans le sens de la graine du bois. Le CLT, le Cross Laminated Timber, on croise les lamelles, on les colle. Donc on a une matrice perpendiculaire qui permet de donner une résistance à une dalle, que ce soit une dalle qu'on pose de façon horizontale ou que ce soit une voile qui porte. Voilà la différence. Merci beaucoup. Ouais. Alors, donc, on répond avec nos plots. L'idée, c'est d'accélérer le temps de chantier, d'avoir une empreinte minimum sur les sols de cette colline, parce qu'on sait que les sols sont précieux. C'est là où il y a davantage de la biodiversité. On regarde aussi toutes les normes qui gèrent la conception des bâtiments de bureaux. En l'occurrence, c'était bureaux et résidences étudiantes. Donc, on a regardé comment capter les eaux. On a essayé d'imaginer un peu le bâtiment comme un arbre avec son écosystème, etc., qui va traiter les eaux comme un arbre va traiter les eaux, capter les eaux, repomper les eaux dans les parties hautes, etc. Et puis la protection solaire. Donc c'était une étude pour nous absolument fascinante parce que l'idée c'était de sortir cette opération, de proposer une opération en bois tout à fait répondant à toutes les normes de l'époque, mais en bois plutôt qu'en béton. Donc c'était un long chemin. On découvre tous les avantages de la préfabrication et comment on peut utiliser le bois davantage pour assembler les éléments in situ, or que tout le travail a été fait dans les ateliers. Et puis le bâtiment, voilà, on était assez contents avec le résultat esthétiquement des bâtiments. Malheureusement, on est en 2008 et on n'a pas gagné le concours, victime de la crise financière. Mais néanmoins, ce projet nous a armés avec les arguments. On peut faire des bâtiments de très grande taille, même en bois, pour le même prix que le béton. Oui, j'exagère un tout petit peu, mais il faut faire un peu de bluff parfois pour que ça passe. Donc, mais je savais que c'était possible. Et on avait cette conviction. Donc, l'opportunité se présente en 2012, je crois. Concours lancé. Vous voyez notre bâtiment un peu en vert en bas de l'image, dans le 13e arrondissement, au bord du périphérique. 274 000 voitures par jour.
exposition sud, donc sud et sud-ouest, donc une très très forte présence du soleil qui risque d'avoir un effet de thermos sur le bâtiment, donc beaucoup de contraintes. On propose un bâtiment en bois. La ville de Paris dit oui, on veut un bâtiment en bois. Donc nous sommes en 2012 et à l'époque, personne n'avait fait un bâtiment de cette taille en bois. On parle d'environ 6 000 m² de surface de plancher et de 7 étages. Donc on frôle les 30-31 mètres de hauteur. Dernier plancher à 28 mètres pour ceux qui s'intéressent aux normes. Donc on conçoit le bâtiment comme une sorte de main protectrice. On savait qu'il y avait un bâtiment de logement derrière et le périphérique de l'autre côté. Donc on essaie de faire un bâtiment un peu tampon pour protéger les habitants des logements derrière, du périphérique et toutes ces nuisances. Mais il fallait aussi concevoir le bâtiment avec une très faible inertie. Donc un bâtiment en bois pèse beaucoup moins qu'un bâtiment en béton. Donc cette inertie aussi est un problème pour le thermique. Donc il faut bien protéger le bâtiment pour pas qu'il y ait trop de soleil qui rentre. Et il faut climatiser et dépenser de l'énergie pour garder le confort à l'intérieur. Voilà donc à peu près à quoi ressemble ce qu'on appelait notre main protectrice. C'est le bâtiment que vous voyez là en bleu et en vert avec les toitures végétalisées et puis le périphérique qui se trouve directement à côté. Je ne vais pas vous montrer beaucoup de photos parce que le bâtiment est là. Donc je pense que la meilleure façon de juger un bâtiment, c'est d'aller le voir. Donc vous allez voir quand même quelques images. Ça, c'était presque à la fin du chantier. Le bâtiment a été livré en septembre 2017. Voilà, donc on a conçu ce qu'on appelle un double pot ventilé, c'est-à-dire que c'est une espèce de pot extérieur qui va protéger le store, qui va lui-même protéger le bâtiment contre les calories, l'apport calorifique du soleil. Donc le bâtiment va rester confortable toute l'année. On ne va pas dépenser trop d'énergie pour sa climatisation. C'est un immeuble de bureau, 100% bureau. À l'intérieur, un avantage majeur du bois, c'est ce qu'on appelle l'effet biophilique. Donc, de nouveau, bon, je remets le chapeau de biologiste. On sait qu'on est bien quand on est dans le bois. On sait qu'intuitivement, ça fait du bien, c'est chaleureux, etc. Il y a plein d'adjectifs, etc. Les biologistes ont quand même étudié dans les laboratoires l'effet de la présence du bois sur le bien-être. Donc, ça se mesure en niveau de cortisone, en niveau de pression diastolique, rythme cardiaque, etc. Donc, systématiquement, quelles que soient les études, que ce soit les biologistes au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, en France, on mesure 10% d'amélioration de notre niveau de stress. C'est-à-dire 10% de baisse de notre niveau de stress. Ça se traduit par 10% d'amélioration de productivité et 10% de moins de taux d'absentéisme, etc. Donc les paramètres et les chiffres, désolé pour les architectes qui n'aiment pas les chiffres sont là. Les biologistes nous montrent ce qu'on sentait déjà intuitivement. Il y a un effet positif quand on est entouré par le bois. La question, c'est comment laisser le bois apparent malgré les normes qui nous poussent toujours à encapsuler le bois parce que le feu, parce qu'il y a plein de choses comme ça, l'hygiène, beaucoup d'arguments qui n'ont pas beaucoup de fondement. Pardon, vous voulez peut-être poser juste une question? un mot, non, je voulais un témoignage parce que du coup j'ai eu l'occasion, la chance de faire la visite, une des visites que vous avez organisées dans le cadre de Paris fait Paris. Il y a une odeur aussi dans ce bâtiment. Il y a une odeur, oui, ouais. Tout à fait. Et même les ouvriers, parce qu'il y avait un chantier en béton qui sortait juste de l'autre côté de l'avenue de la Porte d'Ivry, ils venaient dans le chantier bois parce que c'était agréable, parce qu'il n'y avait pas trop d'humidité, parce que ça sentait bon. Donc oui, tout ça, c'était des bonnes surprises, on va dire. Et puis la meilleure surprise, évidemment, c'est que l'occupant est dedans et les échos sont très favorables. Les gens sont très contents, heureux dans ce bâtiment en bois, qui était quand même... C'est toujours un moment difficile pour un architecte de rencontrer les gens qui vivent dans nos œuvres, nos réalisations. On a la chance d'avoir un jeune architecte, Louis Deguine, qui a fait son diplôme en regardant les différentes façons traditionnelles de travailler le bois. Pourquoi ? Parce qu'on sentait qu'il y avait une forte critique du bois, des bâtiments en bois. Qu'est-ce qu'on fait à la fin de leur vie ? En général, on calcule, dans les calculs qu'on a aujourd'hui pour montrer un peu le bilan carbone de l'opération, qu'est-ce qu'on fait avec le bâtiment à la fin de vie ? Mais on brûle le bois. Donc c'est dommage parce qu'on va libérer le CO2 qu'on a encapsulé pendant 30 ans, 40 ans. Est-ce qu'on peut recycler le bois à la fin de sa vie ? Sachant qu'on a dans le bâtiment des matériaux très techniques, etc., parfois très épaisses, etc. Est-ce qu'on peut s'équiper des outils pour pouvoir
valoriser le bois à la fin du vie du bâtiment. C'est-à-dire qu'on nous appelle, voilà, Steven, on va démonter le bâtiment. Est-ce qu'on saurait récupérer, valoriser ce bois sans le brûler? Et donc, les techniques de Louise qu'elle avait regardées, on a essayé de les appliquer aux matériaux de construction. Donc, on a pris ce qu'on appelle le latticing. C'est une façon de faire des incisions dans le bois pour pouvoir le cintrer. Et on a réalisé le banc d'accueil avec cette technique-là, ce qui nous ouvrait la porte à l'utilisation, la valorisation des éléments beaucoup plus lourds. D'abord, il faut identifier quels sont les outils qui permettent de travailler le bois comme ça. Est-ce qu'on peut les transporter à plat et puis les cintrer sur place, etc. C'était vraiment beaucoup de questions qui ont été posées. Et voilà, le banc d'accueil aujourd'hui, malheureusement, il y a des dispositifs de sécurité qui s'accrochent, comme d'habitude. Mais cette technique nous a permis aussi de regarder s'il n'y avait pas d'autres techniques constructives pour pouvoir recycler les éléments constitutifs du bâtiment et d'en construire d'autres. Ça, pardon, c'est du bois recyclé ou alors c'est du bois ou c'est pour montrer que ce qu'on peut faire, enfin voilà, pour le faire à terme avec. Exactement. C'était un petit démonstrateur parce que c'est difficile d'innover dans le cadre d'un vrai chantier, mais on a testé avec la déco les outils pour pouvoir faire quelque chose de bien intéressant avec les matériaux de grosses œuvres. Donc, on commence à construire des parois avec le bois cintré qui a été analysé grâce à l'outil numérique. Où est-ce qu'on peut enlever le bois pour pouvoir le cintrer? Et puis, on développe tout un langage de matériaux qui puissent faire des espèces de double cloisons, et qui pourraient porter des bâtiments de grande hauteur, peut-être pas de très grande hauteur, mais de bâtiments au moins niveau R+5, R+6, etc., en recyclant le bois qu'on récupère à la fin d'un chantier. Voilà, donc ça, c'était une petite étude qui a été menée pendant la sortie de cette opération Bédier Est, qui a fait partie de notre courbe d'apprentissage. Après, voilà, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire après? Voilà, c'est un bâtiment qu'on va bientôt construire à Bordeaux. Là, on monte à R+18, donc à un peu plus de 50 mètres de hauteur. On a des essais sismiques. C'est fascinant de voir qu'au Japon, quand même, là où il y a des tremblements de terre systématiques, les bâtiments arrivent à résister à tous ces problèmes sismiques sans le moindre problème parce qu'il y a quand même une bonne intelligence dans les connexions. Ici à Bordeaux, on a fait nos premiers essais sur les plateaux sismiques. On est monté à 9 sur l'échelle Richter, ce qui est une très bonne chose sans avoir le moindre de problème structurel. Et donc, voilà, on a tout l'espoir qu'avec le bois, avec les projets qu'on sorte, on n'a pas le droit d'erreur parce qu'on sait qu'il y a des lobbies qui nous attendent. Qu'on va pouvoir monter de plus en plus haut pour pouvoir banaliser la construction moyenne. Et en France, la construction moyenne aujourd'hui, c'est entre R+3 et R+6. Et de pouvoir le faire pour le même coût pour le béton et puis de changer pour toujours notre façon de construire. Voilà, quelques images sur l'opération Sylva à Bordeaux. Bon, encore une fois, c'est en plein étude en ce moment. Donc, on va être confronté par tous les différents problèmes de code, de normes qui ont été évoqués déjà aujourd'hui, ce soir. Et puis, j'espère que voilà, peut-être un jour, on sera de retour ici pour parler des bâtiments qui montent bien plus haut que le bâtiment qui est sorti à l'avenue de la Porte d'Ivry. Merci beaucoup et bravo pour ce bâtiment. Et je vous rappelle, j'en profite, qu'une visite est organisée. Je l'ai noté à mes pieds le 27 mars à 18h30 et vous vous inscrivez sur le site du CAUE de Paris, caue75.fr et vous serez présent, si je ne dis pas de bêtises, vous serez présent, super. Donc voilà, vous allez pouvoir comme ça vous aussi sentir cette odeur de bois que l'on a en entrant dans ce bâtiment. Un petit mot peut-être juste par rapport à ce qu'on vient de voir. Vous parliez à l'instant de la revalorisation en imaginant que ce bâtiment, demain, dans 20 ans, 50 ans, doit être déconstruit et vous parliez des pistes de revalorisation. En même temps, on vient de voir juste avant avec la présentation de M. Schweitzer que on peut le garder 2000 ans, votre bâtiment, non? Oui, tout à fait. C'est simplement une question, encore une fois, de changement de normes. Le constat aujourd'hui fait par les promoteurs, les investisseurs, etc., c'est qu'un bâtiment tertiaire, donc un immeuble de bureau, a une durée de vie d'environ 30 ans.
parce que les normes changent, les besoins changent, les usages changent. On n'est pas dans la période haussmannienne où on imaginait plein de différentes utilisations. Un bâtiment de bureau est très spécifique. Il doit jouer un rôle très, très spécifique, un loyer très spécifique. Et donc, en général, ce qu'ils constatent, c'est qu'au bout de 30 ans, on casse tout pour en refaire un autre. J'espère que ça ne sera pas le cas dans 30 ans, quand on va devoir démolir nos bâtiments. Si on peut intégrer une réversibilité, c'est une très bonne chose. Mais on répond à un constat qui a été fait aujourd'hui. Très bien. Et alors peut-être juste un mot pour préciser deux petits points dont vous nous avez parlé. Les chantiers rapides, un chantier plus rapide en construction bois parce que préfabriqué. Quelques chiffres un petit peu pour nous donner un ordre d'idée. Oui, c'est toujours un peu compliqué. Un chantier mais, en oui, béton peut-être souvent on dit, si le chantier va durer environ 18 mois, on va gagner 4 mois sur la durée de chantier si on fait bois plutôt que béton. Ça, c'est voilà. Je sais que les chiffres sont toujours un peu difficiles. Non, c'est remarquable. Mais, voilà. 4 sur 18, en effet, c'est concret, c'est facile à retenir et c'est remarquable, en effet. Et puis, juste un mot aussi sur les bois apparents, parce que c'est vrai que, pour le coup, c'est vraiment marquant. Et encore une fois, je vous invite vraiment à vous inscrire à cette visite le 27 mars, parce qu'on rentre dans un bâtiment voilà, qu'on ressent par tous les sens, on va dire, et notamment ces cloisons en bois partout autour de nous. C'est compliqué, vous disiez, de laisser du bois apparent. Pourquoi c'est compliqué et comment vous avez fait pour le laisser alors, Oui, souvent c'est un problème d'entretien. Les gens disent le bois ça s'use, comment est-ce qu'on va le nettoyer? Les contrats d'entretien avec les différentes compagnies qui font ça ne savent pas nettoyer le bois. Enfin, on dit c'est fragile, etc. Donc on a ces problèmes-là. L'autre question, c'est le feu, c'est la stabilité au feu. On n'est pas dans un pays où on sprinkle. Le sprinkle, c'est une phase d'un arrosage qui est déclenché par la détection d'incendie. On n'a pas cette habitude-là. Donc, les bureaux de contrôle et les pompiers nous imposent souvent d'encapsuler le bois pour pas que le bois brûle. Or, en réalité, si le bois brûle, il va, grâce à sa massivité, il va s'autoprotéger. Il va se créer une couche sacrificielle. C'est comme ça que les arbres se protègent en cas de feu dans la forêt. Ils vont brûler sur 1 centimètre et après, le feu ne pénètre plus. Donc, toutes ces questions sur le bois apparent tournent autour de l'incendie et l'entretien principalement. Et en l'occurrence, chez vous, comment vous avez fait alors pour les laisser apparents, vos bois? Parce que ça fait tout le bâtiment pour le coup. C'est vraiment on a fait un traitement. Il y a des lasures quasiment invisibles qui existent. C'est dommage, mais voilà, on fait appel à une lasure. Mais le lasure quand même garde l'aspect du bois dans son côté un peu vierge et brut. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Je suis sûr que M. Schweitzer a beaucoup plus de solutions que nous, mais c'est une solution adaptée à cette technique de bois qui s'appelle le CLT. Je ne sais pas, vous voulez rajouter un mot? Voilà. Merci beaucoup, Sylvain Ware.